Salut, c'est Alexis et vous écoutez le podcast de Contournement sur les technologies no-code. Chaque semaine, on part à la rencontre des personnes les plus intéressantes dont les projets vous feront découvrir toujours un peu plus sur cet écosystème en plein essor. Pour ce 66e épisode, je reçois Jason de l'Abbaye qui a monté le pôle de solutions no-code au sein de Théodo, un cabinet de conseil très tech à l'origine. Il va nous raconter un peu son parcours et puis on va discuter ensemble des raisons qui poussent des agences très orientées dev à l'origine, comme Théodo, à se mettre au no-code. Un échange très riche et pointu, comme vous allez le voir, et que vous allez, à mon avis, beaucoup apprécier. C'était mon cas en tout cas. Allez, c'est parti. Salut Jason, bienvenue dans le podcast de Contournement. Donc tu es le Head of No Code Solutions de Théodo. Avec un titre comme ça, j'étais obligé de t'inviter dans le podcast, il fallait quand même qu'on en parle. Tu vas nous expliquer ce que ça veut dire, peut-être, est-ce que tu l'as en français? Salut Alexis, d'abord merci de m'accueillir dans ce podcast. Je l'ai en français, donc c'est responsable de l'équipe no code, des solutions no code à Théodo. Ok, d'accord. Bon, écoute, tu vas nous expliquer plus précisément ce que ça veut dire. Voilà, moi je connaissais pas du tout Théodo, je t'avoue, avant que tu viennes dans la communauté, qu'on échange, et j'ai constaté que c'était quand même un cabinet de conseil. Ouais, alors on dit cabinet de conseil et de réalisation, parce qu'en plus de produire éventuellement des slides, on va aussi et surtout livrer un produit numérique pour aider nos clients. Ok, bon écoute, tu vas nous expliquer un peu. Mais du coup, c'est vrai que depuis que j'ai vu, j'arrête pas de le voir passer un peu partout. J'ai l'impression que vous produisez pas mal de choses, que vous documentez ce que vous faites, qu'il y a pas mal de choses autour de ça. Donc voilà. Donc du coup, ça m'intéresse d'en savoir plus. Puis c'est un milieu qui est en train de se structurer. Vous êtes à la base très technique, il y a beaucoup de dev dans ce que vous faites. Donc je suis vraiment curieux de voir comment le no-code est arrivé là-dedans. Du coup, allons-y directement. Donc je te propose de te présenter d'abord. Alors. Moi, je suis arrivé à Théodo en 2017. Ça fait donc 4 ans, un peu plus de 4 ans que j'y suis. Donc, j'ai commencé en étant chef de projet dans le numérique, product owner, donc chef de produit, à construire des produits. Et moi, alors j'ai un profil, alors j'ai fait une école de commerce, mais j'ai toujours, je dirais, eu cette frustration de ne pas être assez tech. Et donc, j'étais dans une boîte d'énormes tech. Donc, du jour au lendemain, je me suis pris un peu la claque avec des gens très très forts dans la tech et ça m'a beaucoup donné envie. Et donc, dans le groupe de non-tech, j'ai essayé au maximum de me rapprocher des techs. Et j'avais un passé où j'avais fait des sites un peu WordPress dans mes assos, etc. J'avais monté un petit site de e-commerce où je vendais des sacs bananes en 2015. J'avais un peu bidouillé, on va dire. Et donc, c'est assez naturellement qu'avec un petit groupe d'amis, on s'est mis à s'intéresser au no-code en 2018. On avait l'impression que c'était le gros truc qui allait exploser. Et donc, on suivait ça de près. Ça a commencé par du Notion, par regarder un peu ce que faisait Webflow, à suivre sur Twitter. Et puis un jour, on a eu une opportunité de le faire pour un client qui avait voulu qu'on lui développe quelque chose en code custom. Donc ça, c'était il y a 1 an et demi. Il se trouve qu'on l'aurait pu le faire en code sur mesure, ça aurait coûté 150 000 €, ça lui convenait pas. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait faire à peu près 80% de ce qu'il voulait en utilisant Airtable. Donc on a vendu cette mission-là. Donc Théodo, c'est une boîte de service, on vend des missions. Et le démarrage du no-code a vraiment commencé à Théodo, au-delà de la curiosité des quelques-uns qu'on était. Ok. Et est-ce que tu peux expliquer plus précisément, ça c'est un peu une aparté, mais du coup ton job avant, quand tu dis product owner, comment ça marche? Déjà peut-être que tu peux nous en dire un peu plus sur Théodo. Et après vraiment toi ton rôle là-dedans, tu vois, un peu dans le fonctionnement, c'était quoi le fonctionnement, j'ai envie de dire un peu, d'un projet, d'une mission chez Théodo avant le no-code, quoi. Alors, avant le no-code, sachant que vous ne faites pas que ça. Donc, non, évidemment, le no-code, c'est une toute petite partie de ce que fait Théodo. C'est plutôt même un investissement sur le futur, sur 2025, sur 2030, là où on pense que le no-code va être beaucoup plus présent. Mais le métier traditionnel de Théodo, en fait, il y a des clients qui viennent nous voir avec des problématiques business. Et nous, on y répond en construisant un logiciel, une application, une web application. On est spécialisé uniquement dans les technologies web, c'est-à-dire qu'on va pas faire des applications qu'on installe sur son ordinateur, à quelques exceptions près. Et le métier traditionnel de business developer à Théodo, donc de chef de projet, c'est on va offrir aux clients une équipe composée de 2 ou 3 développeurs et d'un chef de projet. Et ce chef de projet, qu'on appelle aussi coach agile parce qu'on utilise les méthodes agiles,
de développement. Il est chargé d'aider le client à bien faire ses spécifications, on appelle ça des user stories, à les organiser dans un board et à mettre en place toute la méthodologie qui va permettre de réussir ces projets-là. Ok. D'ailleurs, j'ai vu sur votre site, là, je me baladais un peu dessus ce matin, évidemment, pour préparer, que vous parliez même de la méthode agile Théodo, quoi. Alors absolument. Alors dans l'histoire un petit peu des méthodes agiles, Théodo a commencé à faire des méthodes agiles en 2013-14. Au début à Paris, on était les seuls. Enfin, il y avait vraiment très très peu de monde et c'était un gros élément différenciant sur le marché. Aujourd'hui, c'est devenu une commodité. Enfin, c'est évident de faire de l'agile partout dans les grands groupes. Pas toujours bien d'ailleurs. Hein, mais bon. Pas toujours bien parce que c'est comme un peu une religion. Hein. Il y a ces courants, il y a ces schismes, etc. Et nous, on est parti d'un noyau donc qui s'appelle Scrum. Scrum, c'est 8 pages qui expliquent des basiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un petit noyau agile. Et on l'a adapté et on y a ajouté une forte culture Lean. Alors Théodo, on a des coachs Lean qui nous aident à implémenter le Lean numérique. Et le mélange que ça a fait, c'est notre méthodologie et c'est quelque chose qui est propre à nous. Ok. Non, mais moi je trouve ça hyper intéressant. Enfin, moi je suis assez passionné par tout ce qui est agilité et tout ça, donc c'est intéressant de voir aussi que moi je crois à ça, tu vois, qu'il faut se l'approprier et après pouvoir faire sa propre un peu méthodologie. Moi j'ai toujours eu un peu du mal avec les intégristes en fait de Scrum ou de n'importe quelle méthodologie, tu vois, parce qu'à un moment tu perds en agilité, quoi. Les mecs ils sont plus aucune souplesse, c'est vraiment Ah ouais, c'est le livre qui parle pour eux. Alors moi j'ai une anecdote sympa là-dessus. Je suis un jour arrivé chez un client que je tairais et qui avait un coach agile extrêmement certifié, un petit peu comme ces générales nord-coréens qui ont des étoiles. Alors au moment où je lui ai serré la main pour lui dire bonjour, il m'a dit j'ai vérifié sur scrum.org, tu es bien certifié, on peut se parler. Donc c'était la petite blague, mais en fait ça en disait long derrière que on était entre nous. Alors effectivement à Théodo on passe une certification qui est Pro Scrum Master niveau 1 pour un peu formaliser, mais c'est quelque chose qui relève plus pas de l'anecdotique, mais c'est une formalité, quoi. C'est pas un élément différenciant, on le mentionne jamais dans les ventes, etc., quoi. Après, ceci étant dit, Scrum c'est une super méthodologie, voilà. Mais c'est plus dans son application et dans le fait de s'en emparer qui, à mon avis, semble être pour moi, c'est l'ADN de l'agilité, on va dire. Quand tu lis le manifeste, c'est aussi de s'emparer des méthodologies, quoi. C'est-à-dire que Scrum c'est une implémentation du manifeste agile. Ouais. Mais toi, tu peux prendre ce que t'aimes dans Scrum et puis, et l'adapter chez le client, parce que si on arrive avec nos méthodes d'intégristes, c'est juste pas possible. Les clients, ils ont plein de contraintes, etc. Et les gens intelligents, ils vont réussir à prendre juste ce qu'il faut au début pour commencer à les convaincre, parce que si on arrive avec un arsenal agile extrêmement précis chez un client qui en a jamais fait, en fait la greffe ne prend pas, donc faut être intelligent pour qu'elle prenne. Ouais, tu peux carrément, surtout dans les grands comptes et tout, il y a beaucoup de résistance aussi à toutes ces choses nouvelles. Ouais. Enfin, je te dis dans les grands comptes, et encore moi, une anecdote un peu l'inverse de toi, quand je travaillais à Simplon, on travaillait avec une agence traditionnelle, une agence web traditionnelle, vraiment très traditionnelle, qui avait commencé dans les années 2000. Et genre le boss, en fait, quand on lui parlait d'agilité, il se foutait de notre gueule, quoi, littéralement. En fait, il nous disait vous êtes des rigolos, quoi. En fait, il disait pas vous êtes des rigolos. Je pourrais plus trouver le mot, je veux pas. Mais pour lui, c'était un truc. Il avait une manière de. Enfin, lui, il pensait que c'était de la foutaise, quoi. En gros, c'était tu fais un peu ce que tu veux et puis on rigole. Et souvent, la blague qu'ils prennent, les anti-agilité, ils vont nous dire vous croyez que le programme Apollo serait lancé avec de l'agilité? Non, on réfléchit à tout ça. C'est souvent l'argument d'autorité ultime, quoi. On lance pas des fusées avec de l'agile. Alors oui, on fait pas des fusées, des avions, etc. C'est mieux vaut faire du waterfall quand on est sur ces sujets-là. Mais pour tout le reste, pour faire un petit logiciel de vente, on fait de l'agile. Bah oui, c'est clair, pour faire des sites web. Exactement. Clairement. Non, mais bon, c'était une petite aparté, mais c'était intéressant. Moi, j'aime toujours échanger un peu là-dessus et petit à petit aussi un petit peu sensibiliser les gens dans la communauté no-code justement à tout ça, parce que finalement, c'est un truc dont on parle assez peu. Ouais. On est souvent sur des petits projets quand on parle de no-code, peu de projets en équipe, etc. C'est pour ça, d'ailleurs, je suis aussi curieux de savoir un petit peu comment vous allez un petit peu scaler, on va dire, justement, cette activité no-code, ou tu vois, des agences comme Allegria, etc., de voir comment ils vont travailler, parce que voilà, là ils vont être confrontés à des problématiques qui sont celles des équipes techniques de dev qui les ont surmontées avec de l'agilité, quoi. Bah alors c'est une excellente question et pour l'instant on l'a même pas trop fait parce que tout notre arsenal méthodologique en fait, et l'agile ça vient parce qu'on doit faire coopérer des humains entre eux. On a des devs, on a des UX, on a un product owner,
Et pour que ce petit monde agisse en équipe, on a besoin de Scrum. Sauf que le no-codeur, le no-code maker, je sais pas comment tu l'appelles, ici nous on est en train de chercher le nom. Moi j'ai no-codeur, no-code. No-code maker. En fait, il est tout seul dans sa tête et il est souvent UX, product owner, développeur. Et vu que tout se passe dans son cerveau à la vitesse de transmission des neurones, en fait, il y a moins besoin de méthodo. Alors oui, on va quand même faire des boards avec tout ce qui a to do, tout ce qui est en train d'être fait, tout ce qui est validé, etc. pour qu'on puisse distinguer un flux. Mais souvent, ça s'arrête là. Ouais. Mais ça, c'est très important. Tu fais bien de le souligner. Nous, on en parle un petit peu dans certaines de nos formations. On essaie d'inciter les gens à pas se jeter dans le logiciel tout de suite. Enfin, dans le logiciel, dans l'outil, dans Bubble, dans n'importe quoi. Et de se poser un peu avant, et notamment de se faire un petit plan de bataille, comme tu dis, se constituer ce fameux backlog dont on parle dans Scrum, toutes ces user stories, et puis voilà, c'est en gros ces tâches, si on le dit avec des mots, un peu tout ce qu'il va y avoir à faire pour réaliser le projet, mais avec la logique, enfin moi ce que j'aime bien avec les user stories, avec les histoires utilisateurs, je sais même pas comment on dit en français, il y a pas vraiment, tout le monde dit user stories en fait. Ouais, j'ai pas tellement de... un PBI dans Scrum, backlog items. Ouais. On a un coach Scrum qui est québécois, donc désolé, je prends l'accent. Non mais j'imagine qu'il doit tout traduire, non? Les Québécois ils traduisent tout. Ils traduisent tout, non, parce que des fois justement ils pas traduit, juste certains mots anglais là où tu l'attends pas du tout, justement, c'est assez marrant. C'est drôle, mais bon, en tout cas, ça c'est vraiment important. Et ça, effectivement, je pense que c'est le premier step, en fait, comme tu dis, vers, pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de collaboration entre nos codeurs. Ouais. D'ailleurs, les outils ne s'y prêtent pas beaucoup encore. On voit que là, quand ça arrive dans Figma, enfin, qui n'est pas vraiment un outil no-code pour moi, mais que c'est extrêmement attendu dans Webflow. Il y a des bribes, il y a des débuts de features, mais pas encore le vrai collaboratif. Ouais. Exactement, ouais. Bon, dans Bubble, ça y est depuis un moment en réalité, mais je pense que c'est pas vraiment utilisable en fait, mais bon, je dis ça, c'est des bubblers qui en témoigneront mieux que moi, mais on est au début et je pense que de toute façon, c'est vrai que c'est pas forcément encore un besoin parce qu'il y a pas tant que ça de collaboration. Et ce qui est assez marrant, c'est que c'est une manière de distinguer des gens qui font du no-code qui sont débutants et des expérimentés. La différence, c'est que le débutant, je vais prendre l'exemple de Webflow, donc Webflow qui est un builder, une interface qui permet de faire un outil no-code pour construire des outils des sites web en drag and drop, si je simplifie vraiment. Et le débutant, il va construire un outil qui sera lui le seul à pouvoir, enfin un site qui va être le seul à pouvoir updater, à pouvoir mettre à jour, tandis que l'expert, il va avoir un système pour nommer ses classes, pour s'organiser, qui est tel qu'un autre expert pourra reprendre le projet. Et c'est vraiment là qu'il y a une différence. Il y a vraiment un saut entre ces deux niveaux. D'ailleurs, je trouve ça assez passionnant. Vous avez dû suivre là, cette méthodologie là, de FinSuite là, pour Webflow. Je sais plus comment ça s'appelle, Client First. Non, je vais pas dire une connerie parce que j'avoue, je suis pas un Webflower aguerri. Mais enfin, on voit justement des sociétés qui commencent à méthodologiser un peu leur manière de travailler avec les outils no-code. Et ça, je trouve ça assez passionnant. Hein. Exactement. Ouais, là, on est dedans. Il y a des meilleures pratiques qui commencent à sortir, et on les applique pas toutes. Hein, pour être honnête, il y a tellement de choses en ce moment que c'est difficile de suivre partout. Mais ça fait plaisir. Il faut du recul pour les faire ces pratiques aussi. Il faut chacun, encore une fois, un peu comme l'agilité. Moi, je trouve que chacun aussi doit se faire un peu ses bonnes pratiques. Pour ça, il faut avoir utilisé, quoi. Il faut avoir pratiqué en fait. Ouais, je suis d'accord. Alors du coup, raconte-nous quand même un peu comment est-ce que le no-code est arrivé. Enfin, tu nous as dit un peu toi comment tu as découvert. Ouais. Mais quel est en gros, peut-être si je résume, peut-être c'est comment toi t'es passé de ton poste précédent à celui de Head of No-Code Solutions. Non, après je veux dire en français, mais... Arrête, ça me flatte. Alors du coup, j'étais chef de projet, j'étais très proche des techs. Globalement, pour raconter un peu toute l'histoire, moi j'ai été sur une mission à Casablanca pendant 9 mois. Où j'ai habité avec des techs et je suis devenu ami avec certains collègues et j'étais assez demandeur d'explications de tech, comment ça marche, hein. J'ai vécu un petit peu, mélangé un petit peu, quand on vit en tant qu'expat, un petit peu vie perso, privée, j'étais qu'avec des techs et j'ai eu beaucoup de transmissions sur comment fonctionne le web, donc ça m'a un petit peu formé sur le tas, donc je m'y suis intéressé et il se trouve que avant de monter cette équipe no-code, je suis arrivé dans une équipe marketing parce que j'avais envie de faire autre chose que de la gestion de projet et je me suis mis à bidouiller le CRM en fait en interne. Le CRM, on utilisait HubSpot comme CRM, donc CRM c'est un outil pour les vendeurs pour qu'ils puissent voir leur flux de vente. Et il était un petit peu mal utilisé à Théodo et donc je m'en suis emparé, je l'ai connecté avec tout un tas d'autres systèmes, j'ai mis en place des data visualisation.
Et par l'automatisation interne des outils, le bidouillage interne, il y a des systèmes de petits workflows un petit peu dans le CRM. Je suis vraiment tombé dans le no-code à ce moment-là. Et je me suis intéressé à Airtable, à Zapier, à Integromat, à Notion, à tous ces outils. Et c'est vraiment en voulant résoudre des problèmes internes que j'ai commencé à faire un petit peu de no-code avant de vendre une première mission, la mission que je décrivais tout à l'heure, à un premier client. Et donc voilà comment je suis tombé dedans. Ok, c'est intéressant parce que des fois, il y a un petit peu des discussions. Est-ce que HubSpot c'est un outil no-code? Est-ce que et après bon c'est des débats un peu en vrai on s'en fout un peu c'est trucs de chapelle. Mais tu vois je trouve que ton témoignage par exemple là il est intéressant parce que ça montre bien que clairement dans HubSpot il y a vraiment des briques. Ah ouais clairement. Qui sont tu vois c'est un petit peu ces trucs de workflow. Il y a une base de données plus ou moins quand même. Ouais, tu peux t'as la main sur ton modèle de données. Si tu as des deals ou des opportunités tu peux ajouter des colonnes etc. Moi ce que je dis souvent aux clients parce que c'est que la frontière elle est poreuse entre un outil avec beaucoup de settings, beaucoup de paramètres, beaucoup de paramétrage et un outil no-code. La différence, c'est, moi je trouve, ce qui va quand même les différencier que HubSpot, ça reste un SaaS, ça reste un outil, un produit, c'est que les settings, c'est un petit peu caché, c'est une sous-feature. Enfin, il faut aller dans un truc admin, chercher un petit peu. Tandis que dans les outils no-code, c'est comme si ils avaient mis les settings sur le devant de la scène. C'est un petit peu... tu dois venir paramétrer quoi tout de suite ton outil. C'est fait pour. C'est des niveaux d'abstraction un peu différents. Ouais. Non mais c'est intéressant. Ouais, c'est une bonne manière de voir les choses. Et pourtant c'est quand même possible dans HubSpot en allant chercher justement, mais c'est pas mis en avant quoi. Non ouais, il y a des workflows. On peut dire que si il y a tel deal qui vient d'être signé et que la source est machin, alors envoyer un mail à truc et mettre à jour ça. Et puis voilà, il y a comme sur Integromat avec des systèmes de branches un peu très visuels. Donc un bon niveau d'abstraction qui est facile à comprendre et à mettre à jour. Ah, c'est intéressant. Non, c'est intéressant parce qu'en fait, ça souligne bien un petit peu, là, c'est bien exprimé, je trouve, la différence un peu entre les SaaS, les outils cloud en ligne, et puis les outils no-code, bon, qui sont aussi en réalité des SaaS. C'est méta, c'est un peu méta, mais oui, évidemment. Mais voilà, en fait, c'est dans la philosophie, effectivement. HubSpot, t'arrives, il te propose une manière de l'utiliser. Ouais. Quand Airtable, tu as l'outil et puis tu l'utilises comme tu veux, quoi. Ouais, exactement. Une autre manière de voir ça, je trouve, c'est en comparant Microsoft Word à Notion. Je sais pas comment on dit. Je suis de l'école Notion. École Notion, on va dire Notion. Tu peux dire ce que tu veux. Mais la manière dont je vois ça, c'est par exemple dans Word, quand on écrit, si je prends juste un traitement de texte, écrire du texte, quand on écrit, on a toute la barre avec les fonctionnalités qui est en haut, on est envahi un petit peu de fonctionnalités. Donc, et finalement, on n'a même pas trop envie de les utiliser, il y en a limite trop. Donc ça, c'est pour moi plutôt un outil classique. Tandis que sur Notion, il y a une interface hyper purifiée et on va appeler les fonctionnalités avec une petite barre de slash pour venir enrichir un petit peu le truc. Et donc, dans un cas avec Notion, on va être dans un outil no-code parce qu'on va pouvoir faire énormément de choses sur ce traitement de texte, alors que dans Word, on sera dans un outil plus classique. C'est intéressant parce que là, je trouve que ce que tu soulignes, pour moi, c'est un peu la révolution des outils no-code. C'est-à-dire que dans Word, dans Notion, tu peux faire 20 000 fois, je sais pas comment, plus de trucs que dans Word. Ouais. Et pourtant, l'interface est beaucoup plus épurée. Tu vois, pourtant... Mais c'est ça le génie. Et c'est ça qui est incroyable. C'est ça le génie, c'est que les features viennent quand tu as besoin d'elles. Ouais. Donc en fait, tu commences par faire des bullet points et puis tu dis, mais non, en fait, ça, c'est pas des bullet points, c'est des pages. Et en fait, tu les mets. Et du coup, c'est pas un blocage à la créativité. C'est-à-dire que tu peux d'abord mettre tout le contenu de ton cerveau dedans et ensuite l'organiser en fait comme tu le voulais, alors que dans un outil plus classique, tu es obligé de faire l'effort de conception en amont. Et je trouve que c'est ça qui a été magique avec des outils comme ça. Ouais, non, c'est clair. Non, mais c'est une vraie révolution du UX, d'ergonomie, d'interface, vraiment exceptionnelle, quoi. J'espère qu'on n'entendra pas trop la sirène là, non, mais je pense que ça qui nous perturbe depuis tout à l'heure. Et alors du coup, quel est un peu donc maintenant que est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette mission que tu disais, cette première mission? Je serais curieux de savoir juste de qu'est-ce que vous avez fait pour ce client. Ouais, alors il y a la vidéo qui est en ligne avec le client qui l'explique. C'est une mission pour Cubic Partners. Donc Cubic Partners, c'est un cabinet de conseil en ligne. Donc ils vont dans des entreprises, ils ont des consultants et alors pas de conseil, de formation. Ils vont former des gens, des managers aux méthodologies Lean. Il se trouve que Cubic gérait absolument tout son staffing, donc le staffing de ses consultants, donc comment était utilisé le temps de ses consultants sur un énorme fichier Excel qui était devenu, comme beaucoup d'entreprises, une véritable chimère, qui avait grossi pendant 10 ans, maîtrisé par son CEO d'une main de fer et qui avait plein de fonctionnalités. Excel, juste pour rappel, c'est le meilleur logiciel du monde, c'est 1,3 milliard d'utilisateurs, c'est le top, quoi. Enfin, donc
Souvent, dans la communauté no-code, on a un petit peu tendance à regarder de haut, mais des fois, il faut rappeler qui est le boss, quoi. C'est pas un Excel. Mais ça ne lui permettait plus de scaler. Il y avait trop de passer à l'échelle. Il y avait trop de complexité. Et il est venu nous voir pour construire un petit ERP custom, donc pour gérer donc sa facturation, le temps passé par ses employés sur les missions, pour qu'ils puissent y voir clair, faire un petit peu de contrôle de gestion. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est débarrassé complètement du fichier. On a tout remis dans des bases de données sur Airtable, donc un outil no-code de base de données relationnelle. Donc, on a mis tout ce modèle de données dans Airtable. C'était très facile. C'était beaucoup plus simple. Juste ce modèle de données, ce passage, tu vois, de Excel qui n'est pas une base de données relationnelle, tu vois, comme tu dis, à Airtable, est-ce que tu dis que ça a été simple est-ce que vous avez dû travailler avec eux quand même, ou vraiment juste le modèle s'y prêtait parfaitement, parce que tu vois, il peut y avoir des subtilités quand même, peut-être, tu vois, des relations, je sais pas, En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était le tout début. Moi, j'avais une énorme intuition que ça allait être facile. Je le sentais, mais je savais pas encore et j'avais pas trop d'expérience dans le no-code. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est posé. C'était pendant le confinement. Moi, j'étais en Bretagne. J'ai jamais vu ce client d'ailleurs pendant un an. C'était très marrant l'histoire. Okay. Et en fait, j'ai partagé mon écran. Là, je lui ai demandé de me pitcher son business, de m'expliquer comment ça fonctionne. Et au fur et à mesure, en fait, on a co-construit le truc sur Airtable parce que c'est hyper facile, ensemble. Et au fur et à mesure, et ça nous a permis d'avoir confiance. Et après 2 heures à faire une première version, il a été convaincu et il est parti sur une petite mission pendant quelques jours. Et à l'issue de laquelle, on a co-construit de manière organique comme ça. Et petit à petit, on a tout mis dans Airtable finalement. C'est parce que justement, c'est vraiment bien que tu précises ça. Je voulais juste préciser, que les gens s'imaginent pas que vous aviez juste importé le fichier Excel, tu vois. Non. Tu vois ce que je veux dire, parce que et c'est pas ce que tu disais, hein, mais tu vois, mais je voulais juste préciser. C'est facile dans ce sens où tu as quand même une certaine expérience, je pense, de ce métier, et donc tu as co-construit avec lui. Exactement. Et c'est vrai que c'est génial Airtable pour ça, parce que c'est très visuel. En plus, en même temps que tu as fait ça, tu l'as un petit peu formé à Airtable d'une certaine manière. Et puis quelqu'un qui est très bon sur Excel et qui était capable de faire un fichier aussi complexe, c'est quelqu'un qui a un haut niveau d'abstraction et qui va pouvoir prendre les outils, mais ils ont besoin d'être accompagnés. Il n'aurait pas pu le week-end se mettre sur Airtable comme ça pour rigoler et puis s'en sortir. Mais bon, s'il a le petit coup de main et les 2 petites heures qui vont bien, ensuite il le prend en main, puis il fait des merveilles et puis c'est génial, quoi. Et c'est ça la promesse, de toute façon, du no-code, c'est d'autonomiser ces gens-là. Et donc, on a construit ça, on allait au maximum des capacités d'Airtable, et ensuite, on s'est fait heurter à un problème de visualisation. C'était que certes, on avait réussi à encoder, entre guillemets, tout le métier dans Airtable, donc tout allait bien, il y avait la liste de ses consultants, la liste de ses créneaux, la liste de ses machins. Le problème, c'est qu'en termes d'interface, ensuite, c'était pas suffisant. Lui, il voulait pouvoir voir sa donnée d'une certaine manière pour qu'il prenne des décisions. Et là vient la spécificité un peu de Théodo dans l'écosystème no-code, c'est qu'il y a beaucoup d'agences sur le marché qui sont uniquement no-code, et c'est très bien. Et nous, on a la chance d'avoir des développeurs et une agence plus classique. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est branché à l'API de Airtable, et on a construit une interface React sur mesure. Donc, React, c'est une technologie open source de JavaScript, fait par Facebook. Et on a pu construire un petit tableau de pilotage de toute cette donnée, de visualisation de cette donnée, de consommation, en écriture, en lecture, pour qu'il puisse répondre à son besoin. Et donc nous, on appelle ça un projet hybride, où on a 80% des fonctionnalités qui ont été faites en no-code, et les 20% restants pour son besoin métier en code custom. Ok. Non, c'est super approche. Moi, je l'ai déjà dit dans plein d'épisodes. Moi, je crois beaucoup à ça, tu vois, à la collaboration avec des développeurs, mais séparés, tu vois. Parce que tu vois, c'est intéressant d'ailleurs parce que tu n'as pas utilisé l'expression low code. Non, non. Et je suis assez aligné avec toi. J'ai déjà vu tes prises de position sur no code, low code. Le no code, je suis beaucoup plus sur une approche hybride, no code plus dev que low code. Je suis aligné. Ouais, non, ça c'est vraiment hyper intéressant, et surtout quand on a de la capacité vraiment de dev comme vous avez. J'ai plein de questions par rapport à ça. Est-ce que, avant de passer vraiment sur ce côté collaboration, peut-être creuser encore un petit peu, justement, où est-ce que ça vous a amené ce premier client, et un peu quelle est l'activité no-code que vous avez structurée, quoi, du coup? Alors, les premiers clients qu'on a eu, donc c'était ce premier client Airtable. Ensuite, moi, je me suis auto-formé sur Webflow.
Voilà, le week-end, le soir, enfin j'avais trop envie de savoir faire mon site web. J'ai fait j'ai un petit blog sur lequel il n'y a que 3 articles, mais bon, il mérite d'exister. Ensuite, j'ai vendu des premières missions Webflow en interne. Nous, la chance à Théodo la chance que j'ai moi dans mon équipe à Théodo par rapport à une agence qui se lancerait, c'est qu'on a beaucoup de points de contact avec le marché et l'acquisition de leads et de nouveaux clients n'est pas difficile. Je parle relativement à une agence qui se lancerait toute seule. Donc en gros, je peux faire un petit peu je vais voir dans les projets existants, je regarde un petit peu les besoins et j'ai pu faire quelques petits sites web qui normalement on ne fait pas. On a des ingénieurs que ça intéresse beaucoup moins d'aller faire un petit site web et c'est historiquement pas dans notre offre. Donc moi, ça a un petit peu élargi l'offre de Théodo. Ça t'a permis en fait de raccrocher des choses que vous alliez pas adresser sinon, quoi. Exactement, qui seraient partis chez des freelances, etc. Et donc voilà, j'ai fait un petit peu de Webflow, j'ai même fait un petit peu de Shopify. Donc je suis parti dans tous les sens en no-code au début. Phase d'exploration, quoi. Phase d'exploration, je savais pas trop où on allait aller. J'ai commencé à faire du Bubble et là je me suis dit ah ouais, attends, Bubble c'est carrément un choix de carrière quand même. J'ai fait ma petite app de to-do list et je me suis dit bon en fait on va peut-être se calmer là. J'ai quelques autres outils. C'était le preuve de concept avait fonctionné et puis avec mon CEO Julien Laure, on a décidé qu'on avait suffisamment de billes et de traction sur le marché pour constituer une petite équipe et on a commencé à recruter des gens. Et donc alors ça c'était vraiment une des questions que j'avais. Comment vous recrutez? Comment vous avez fait? Est-ce que déjà là en termes de c'est une personne, 2 personnes, enfin vous en êtes à combien? On a 3 personnes un peu full time qui sont des no-code makers, des no-codeurs. Que vous avez recruté ou c'était des gens qui étaient déjà deux recrutés complètement extérieurs et une personne qui a rejoint l'équipe en interne. Et alors moi j'avais pas de modèle mental, j'avais pas de théorie, j'avais pas de bouquin sur recruter des no-codeurs pour les nuls, ça n'existait pas. Pas encore en tout cas. Alors du coup, dans ce contexte, je me suis dit je vais essayer de recruter des gens comme moi. Donc je vais prendre des gens plutôt d'école de commerce parce que c'est aussi ce que je connais, plutôt portés sur les maths en école de commerce, donc les profils un peu frustrés de pas avoir été ingé, je sais les reconnaître parce que j'en fais partie, et qui ont bidouillé des sites pendant leur jeunesse. Et j'ai rajouté 2-3 conditions. Les conditions que je vérifie, c'est capable d'auto-formation en ligne. Donc, par exemple, qui s'est auto-formé à la guitare quand il avait 14 ans. Enfin, c'est des petits trucs importants. Et le dernier truc, c'est très bon en recherche Google. C'est vraiment une fonction. C'est pas pour rire, c'est une compétence énorme. Ah ouais, pour les devs aussi. Et pour les devs. Et donc voilà, j'ai fait cette petite grille, plus plein d'autres petites choses en travaillant en collaboration. On a une super équipe de recrutement à Théodo qui est vraiment exceptionnelle. Vraiment. Alors, s'il y a des gens intéressés par le Lean, je vous conseille d'aller voir un peu comment elle fonctionne, c'est phénoménal. Et donc, j'ai pu recruter 2 personnes comme ça, qui correspondent à ce profil, dont une qui a aussi fait le wagon. Donc, école de commerce, plus wagon, plus voilà, du coup, c'est parfait, quoi. Ça, c'est quand même intéressant, avoir un petit background dev. De compréhension, d'API, etc. C'est pratique. Ouais. Et en plus au wagon il les initie aussi il me semble aux méthodes agiles, etc. Enfin il y a tout un et du coup juste par curiosité un petit peu comment toi t'as imaginé un peu justement le développement de cette équipe, enfin tu vois comment t'as envie un petit peu de la structurer, c'est un petit peu justement ce qu'on disait par rapport à la méthodologie, tu vois, même si vous n'êtes pas encore peut-être sur des projets qui nécessitent vraiment, je sais pas comment t'imagines un petit peu ça m'intéresse de. Cette année j'ai pris le parti en 2021 de me dire on va continuer à faire de tout. L'écosystème, il est encore suffisamment jeune. La principale valeur qu'on peut avoir, c'est l'apprentissage pour le moment. On veut essayer d'apprendre un maximum. Donc on se lance dans tout. On n'a peur de rien. Même un petit peu, parfois, on va voir du côté de Microsoft Power Apps, de Salesforce, des outils, c'est les outils no-code des GAFA, des GAFAM. Et ensuite, je pense l'année prochaine seulement, on va commencer un petit peu à verticaliser. Par exemple, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que Bubble, c'est pas des gens qu'on peut se cueillir à la sortie d'école, les former en 2 semaines et être autonome. En fait, Bubble, c'est un choix de carrière. Du coup, ça vaut le coup de monter une petite équipe Bubble. Aujourd'hui, on travaille avec un partenaire, Bubble, avec des partenaires, des freelances aussi parfois. Est-ce que tu peux les citer ou... Non, Bubble, je peux pas encore trop les citer parce que c'est aussi un petit peu récent. Mais en tout cas, quand on a une compétence qu'on n'a pas, on va travailler avec un écosystème de freelance aussi, donc il y a une quinzaine de freelance avec qui on travaille et d'agences, et ensuite on verra si ça vaut le coup de recruter pour nous. Bien sûr, mais c'est normal d'être quand même prudent aussi, de voir il y a tellement d'angles par lesquels attaquer cette question de no-code, puisque ça peut un peu tout adresser en réalité, il faut un petit peu choisir.
Est-ce que, du coup, moi j'aurais l'impression comme ça intuitivement quand même que ce que vous pourriez quand même pas mal vendre, bon, en dehors des sites web, etc., c'est plus des missions un peu comme votre première mission en fait, du Airtable, du Integromat, du Zapier, de l'automatisation de process, enfin toute cette partie-là. Ouais, je vais essayer d'expliciter un peu les offres qu'on a du coup aujourd'hui. Ouais. Donc, on a une première offre qui est l'offre Bubble, donc web app en Bubble. Et à partir du moment où il y a besoin d'un login, d'un sign-up, d'une interface avec une logique sur mesure pour un utilisateur qui est logué et une charte graphique sur mesure, a priori c'est du Bubble. Est-ce que cette offre-là, d'ailleurs, c'est pas celle qui est peut-être la plus en concurrence avec votre métier traditionnel, on va dire, du développement web? 100%. Okay. Non, mais là, c'est directement frontal. Hein. Je vais même dire ce qui se passe, c'est qu'il y a des clients qui viennent, on leur fait une estimation en code sur mesure, ça correspond pas à leur budget, on part sur Bubble. Alors après, c'est pas gratuit, c'est des compromis à faire. Hein. Dans Bubble, on n'est pas propriétaire du code qui a été produit. Dans Bubble, il y a quand même des limites au scaling, même si elle augmente. Dans Bubble, le SEO c'est un peu moins bien, le responsive c'est un peu moins bien. Voilà, faut être prêt à faire ses compromis et il faut bien les comprendre. Donc moi c'est souvent une manière de dire comment j'explique mon métier. Moi je suis un explicateur de compromis. C'est tout ce que je suis par rapport au code custom. Ok. Et justement après on va revenir un peu sur les autres offres, mais comme tu évoquais ça, moi je pense que finalement c'est complètement en concurrence et en même temps pas du tout puisqu'on est sur des gammes de prix différentes, j'imagine. On est sur des gammes de prix, de qualité de service complètement différentes. Est-ce qu'il y a un truc qui est pas, j'ai l'impression, assez génial avec votre du fait d'avoir ce métier originel du développement web, c'est d'avoir toute la chaîne, comme tu dis. Bubble, même si elle commence à être de plus en plus loin, il y a quand même une limite au passage à l'échelle que tu peux avoir. Ouais. Vous pouvez avoir la solution tout de suite aussi du développement, enfin tout de suite. Au moment venu, ça peut être la même société qui va proposer aussi le passage en code custom. Exactement. Et possiblement ce passage qui peut se faire en plusieurs étapes, peut-être d'abord recoder le front, continuer à utiliser la base de données de Bubble ou l'inverse, c'est plein de choses. Et à mon avis, je pense que c'est ce vers quoi on va tendre quand on aura un petit peu plus de recul, mais en tout cas c'est quelque chose qui plaît à nos clients. Quand nos commerciaux sont capables de dire écoutez, on vous propose du code custom ici, vous voulez pas, ok, on a peut-être du no-code ici avec Bubble, c'est encore trop cher, bon, on va vous faire du Airtable Stacker, en 2 jours on a quelque chose, et d'avoir toute cette gamme de prix, même si au final le client il sent qu'il y a un accompagnement sur toute la gamme, quoi. Et c'est agréable, quoi. J'imagine. Ok, et alors du coup, donc ça c'est première c'est web app, offre, les web apps sur mesure. Ensuite, on aura, tu disais, du site vitrine internet, du Webflow plus, que j'appelle plus parce que Webflow, donc tu as ton site vitrine, tu peux rajouter un petit module de CRM, un petit module Calendly pour réserver quelque chose, des petits graphes qui se mettent à jour avec Grid. Voilà, on va le pimper, quoi, comme on pimperait un peu sa 205 GTI, quoi. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous faites en plus côté dev custom? Alors, on le fait pas côté dev custom, c'est les gens de mon équipe qui le font. C'est-à-dire que nous, on est spécialisé, donc comme on fait pas de Bubble en interne, vraiment, nous, on s'est spécialisé dans toute cette gamme de petits trucs de customisation. Et en fait, on va brancher le CRM et on va faire tout ce qui vient autour. Et juste un site Webflow sec, avec juste besoin de ça, on va plutôt même pas le prendre et plutôt le donner à nos freelances parce que c'est moins intéressant. Et moi, je dois nourrir aussi intellectuellement les gens dans mon équipe et c'est moins intéressant de faire juste du Webflow que de faire du Webflow plus de le pimper avec plein de petits trucs autour, quoi. Non, c'est intéressant parce que c'est un peu le même, tu sais, on arrive au truc, les développeurs web front, ça les intéresse pas de faire des sites web et tu vois, en fait, même toi, finalement, quand on fait un peu la cascade, tu vois, même finalement, juste faire un site maintenant, t'as envie de plus, quoi. Il en faut, mais en même temps, c'est là où il y a tellement de concurrence. Et puis, surtout, si on est un peu honnête, je pense que tu partageras ça. En fait, on a plus envie de dire au bout d'un moment aux gens, faites-le vous-même, votre site, quoi. Alors, ça dépend du contexte, hein, évidemment. Mais oui, t'as raison. Mais ce petit site que tu pourrais faire qui t'intéresse pas trop, à mon avis, c'est parce que il pourrait être mieux fait par le client directement, justement, avec tous ces outils. Ou par quelqu'un qui s'est spécialisé là-dedans. Ou alors. On a des freelances exceptionnels en Webflow qui délivrent une vitesse et qui sont capables de faire l'UX design et l'intégration dans le même cerveau. Et ça, c'est une compétence
rarissimes quand elles sont bien faites des deux côtés. Oui, non, c'est clair. Oui, non, quand je dis quand les gens font eux-mêmes, en fait, je suis parti vraiment peut-être trop bas parce que j'étais plus dans cette logique d'utiliser des templates, etc. Alors qu'il y a un truc au milieu quand même où il y a des entreprises qui veulent quand même quelque chose d'un peu sur mesure. Ouais. Mais en fait, finalement, ce côté sur mesure, c'est plutôt le design que la technique. Oui, alors ouais, complètement. Et... C'est le bottleneck en fait de tout ça, c'est les bons designers au final. Et c'est pour ça que Webflow, c'est un gain de pouvoir pour les designers au final. Hein. Parce que moi, c'est eux qui viennent me voir. Alors comment on fait Webflow? Ah ouais, tu crois que c'est possible et tout? Bah oui. Et en fait, ils commencent à comprendre. Ils voient que c'est très inspiré de Figma, même dans la structure sur comment c'est fait. Et généralement, quand ils arrivent à mettre ce qu'il faut de logique de dev, parce qu'il faut quand même un peu penser pour un dev. Hein, pour Bien Webflow, sûr, c'est des boîtes dans des boîtes dans des boîtes, c'est du HTML. Un dev, ouais, c'est clair. Et donc voilà, vous avez des designers en interne? On a des designers alors Théodo, ça appartient à un groupe qui s'appelle M33. M33, c'est 7 startups. Théodo, c'est uniquement le web. On a d'autres startups. Il y en a une qui s'appelle BAM notamment, qui fait du mobile. Et historiquement, ils avaient plus besoin de design. Et il y a plus de designers, donc on est en collaboration avec. D'accord. Okay. Mais quelques-uns, quoi. Mais c'est un axe de progression pour nous en interne. Ouais. Non, mais c'est un vrai sujet. C'est assez difficile, tu vois. Moi, j'ai monté une agence web, mais c'est difficile de trouver le moment où tu recrutes en interne un designer parce que c'est pas forcément. Nous, on a toujours collaboré avec des freelances jusqu'à ce qu'on soit quand même presque une vingtaine. Bon, c'est bien quand même d'avoir quelqu'un, mais sinon, on n'avait pas quelqu'un qu'on pouvait alimenter aussi tout le temps parce que le plus qui prenait de temps, c'était quand même le dev. Ouais, l'implémentation, l'intégration. Donc non, on n'en a pas. Donc s'il y a vraiment des gros besoins de design, pareil, ça part plutôt sur des freelances. Mais par contre, dans les recrutements que je fais, j'essaye de vérifier quelqu'un capable d'un best effort. Alors moi, je suis pas designer, mais je suis capable d'aller prendre un template et j'ai un minimum de niveau esthétique pour faire un truc un peu ok, quoi. Ouais. Et c'est ce que j'attends parce qu'il y a des clients, ça va leur convenir et on va pouvoir leur faire du un peu ok si c'est un petit produit interne, si c'est quelque chose comme ça, mettre une petite palette de couleurs un peu bien sentie. Mais il y a des choses qui s'apprennent en réalité. Hein, tu vois. Ouais, exactement. Moi, j'aimerais bien faire une formation, c'est un truc que j'ai dans mon frigo à idées, tu vois, une petite formation, le design pour les no-codeurs, tu vois. Ouais, mais il me semble que c'est, comment il s'appelle, Start the Fuck Up, qui ont la No Design Tool ou un truc comme ça sur leur site, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Ils ont toute une petite série de petits outils où comment choisir ta palette de couleurs, comment faire comme ça, une espèce de trousse à outils je suis pas designer, mais je me fais passer pour un designer, quoi. Non, mais c'est vrai qu'il y a plein d'outils. Après, moi, je pense que dans ces trucs-là, les outils, ça suffit pas. Tu vois, il y a une culture, voilà, il y a un truc à avoir. Et il y a surtout de regarder ce qui se fait, en fait. De regarder régulièrement, faire une petite veille graphique, sentir un petit peu, il y a plein d'articles là-dessus, hein, c'est quoi les tendances aujourd'hui sur le web, tu vois, un peu, c'est quoi le typo à utiliser, pas utiliser. C'est quoi le skeuomorphism Exactement, tu vas comprendre un peu. Ces petits bonhommes énormes, là, dont plus personne ne peut, tellement. Tu vois, les grosses illustrations de bonhommes, de trucs de SaaS, est-ce qu'il faut en finir? Oui. Ouais, non, exactement. Ouais, mais tu vois, il y avait un moment où c'était ça qu'il fallait faire. Ouais. Et puis il faut savoir aussi quand il faut arrêter et pas faire autre chose. Et ça, tout ça, c'est que de la veille, quoi, en fait. C'est de la veille, c'est de l'intérêt pour le design. Ouais. Exactement. Et ça s'apprend. Et après, il y a les petits outils qui t'aident à faire ta palette, à faire. Mais je suis assez d'accord. Mais bon, un jour, on fera du contenu là-dessus. Donc, si je reprends le fil, ça, c'était l'offre 2. Donc, offre 1, Web App, Bubble. Offre 2, Webflow ou Webflow sous stéroïdes. L'offre 3, qui est pour moi la plus intéressante, c'est celle qui va mélanger, c'est l'automatisation interne type Airtable, où là, j'arrive dans une PME ou dans une association ou dans plein de gens qui n'ont pas eu l'occasion de, entre guillemets, de se digitaliser au-delà d'Excel dans les 10 dernières années, parce que c'est principalement les startups et les grands groupes qui ont pu. Bien sûr. Et en fait, on va leur remplacer leur Excel par une grosse brique Airtable. Là, on travaille avec une société à New York qui est le pure player de la vente d'avocats. Les avocats, le fruit, le légume. Voilà, ils avaient rien, ils étaient dans la galère, ils ont des gros volumes. On leur met un système basé sur Airtable où on va le connecter à leur QuickBooks, à leur outil pour les livreurs, etc. Et ça, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est du conseil à la base, parce que le skill, la compétence clé, c'est de comprendre un business, de le mapper, de le mettre sous forme de flux avant de proposer les bons outils, et ensuite d'aller jusque dans la réalisation. Et donc on propose en 2 phases, une phase de cadrage qui est cette première phase de conseil, et la phase ensuite de réalisation qui en fait est la plus facile. Parce qu'une fois qu'on a compris et qu'on sait à peu près ce qu'on veut, aller déployer le Airtable et faire les bons Zapier, c'est pas difficile. Ouais, non, carrément. Ouais. Non, je pense que... Ouais, non, mais en fait, tu l'as très bien résumé. En fait, encore une fois, hein, tu vois, c'est un peu comme sur le design, c'est-à-dire que c'est pas les outils forcément... Enfin, il faut les maîtriser, mais c'est surtout en amont. Enfin, c'est pas comme le design, mais c'est de comprendre le besoin, d'accompagner sur le besoin, de vraiment
arriver à bien définir ce qu'on veut faire et ensuite l'implémenter, quoi. Et l'implémenter, c'est pas toujours évident, mais finalement, c'est la dernière étape. Et ces outils, ils tendent à la rendre de plus en plus facile, quoi. Ouais, exactement. Mais ce qui est difficile, et là où il faut faire de la pédagogie avec le client, je sais pas si toi aussi ça t'arrive, mais c'est que la valeur perçue par le client n'est que dans la réalisation. Et du coup, savoir pitcher cette phase de cadrage, de conseil, d'accompagnement, lui dire qu'en fait, il y a 1200 outils no-code sur le marché et qu'en fait, juste les choisir, c'est une compétence et c'est ça que tu vas payer en passant par moi. Alors que souvent, ça, ils veulent l'avoir gratuitement. C'est dur à pitcher alors que c'est là qu'il y a tout le jus de cerveau, quoi. Ouais. Ah oui, non, clairement. Ouais. Non, moi, je l'ai beaucoup subi, entre guillemets, ça, pareil. En agence web avant. Tout ce cadrage au début, d'accompagner les gens. En plus, il y a une partie de ce travail qui est difficile, qui est, dans cette logique de Lean Startup, de MVP, etc. En plus, c'est de réduire ce que le client il veut, quoi. Ah, exactement. Il faut challenger sur son... Comme dit Erwan, souvent, couper les bras, les jambes, à la fin, il reste que le tronc, mais c'est le MVP, quoi. Ouais, c'est... Et c'est pas évident, mais il y a beaucoup de valeur à ça, quoi. Non, comme tu dis, ce jus de cerveau... Après, moi, je trouve que c'est aussi la partie un petit peu... Il y a des gens qui adorent l'implémentation. Moi, je trouve que c'est la partie en amont qui est la plus intéressante, quoi. Ouais, parce qu'on découvre un nouveau business et c'est... je vais un petit peu pitcher pour défendre ma paroisse et l'agence, quoi. Mais aller bosser en agence ou faire du conseil en général, on découvre au moins beaucoup d'industries. Hier, j'étais avec les avocats. Là, je suis à peu près avec tout le monde a besoin de digital. Et c'est parfait. Enfin, pour un début de carrière, ça peut être très bien pour des gens qui savent pas trop exactement où aller. Et... voilà. Non, carrément. Du coup, ça m'amène à une question un petit peu plus générale. Je suis un peu curieux de savoir c'est quoi justement ton regard sur ce business, tu vois, des agences, des cabinets de conseil, des freelances. Donc ça commence un petit peu à se structurer, tu vois. C'est ça aussi qui m'intéresse de voir. Vous êtes déjà une société qui est établie, qui est très tech. Ouais. Il y a des agences pure no-code, tu vois. Il y a dans ce que tu as dit, tu vois, il y a des choses qui... Sur votre troisième offre, c'est la mission vraiment de The Toolbox, par exemple. Absolument, tu vois. ouais, absolument. Il y a Allegria qui est très généraliste, tu vois. Je sais pas, toi, un petit peu, c'est quoi ta vision sans forcément... Non, mais ma vision, c'est... en tout cas, que ce soit pour The Toolbox et Allegria, ils font un bien fou à l'écosystème parce qu'en fait, ils sont en train... Et je parlerai pareil pour Contournement. Je dirais, c'est même les trois principaux. Vous êtes les trois principaux en France qui, en tout cas, faites de la pédagogie sur les réseaux sociaux et faites monter le no-code. Quand Francis Lelon, il va parler sur BFM TV, c'est tout l'écosystème qui en bénéficie et moi je le remercie pour ça et aujourd'hui en fait moi mon point de vue peut-être un peu naïf mais le gâteau est tellement gros que de toute façon il faut qu'on soit dans la coopération et qu'on explique que le no-code c'est bien parce qu'il y a encore, de toute façon là on en parle, ça prend de l'ampleur mais il y a encore beaucoup de DSI et de clients pour qui c'est pas possible. Donc en fait on est dans une phase où le marché il est en train de grossir et il faut tous le faire grossir tous ensemble et en tout cas pour moi il y a largement assez de business pour tout le monde et donc c'est génial quoi, c'est top quoi. Non, je suis assez d'accord. Je suis pas forcément d'accord quand tu dis, mais parce que je pense que ce que tu veux dire, c'est le gâteau est potentiellement très gros, quoi. Parce qu'aujourd'hui, comme tu dis, en réalité, on est tous un petit peu dans notre petite bulle du no-code. Mais comme tu dis, il y a plein de gens déjà qui sont pas au courant, ou qui sont pas prêts, qui sont pas mûrs. Les DSI, effectivement, qui vont dans des cycles. Il faut tous s'y mettre pour faire grossir ce truc, quoi. Et ouais, exact. Non, oui, je parle vraiment je vois ce que tu veux dire. Après, dans des missions, effectivement, là, c'est peut-être pas. Mais le potentiel, une fois qu'il y aura eu suffisamment de pédagogie, ça va se débloquer largement. Les outils continuent à s'étoffer. Je pense qu'il y a une grosse partie dans ce marché aussi qui va venir. Alors, on n'en parle pas trop. Hein, je le vois un peu sur No Code France par le nombre de personnes dans les channels. Mais moi, je suis très croyant sur le fait que la stack techniques de Microsoft et de Salesforce vont s'engouffrer et ils vont aller mettre le no-code dans les grands groupes. Et je le vois sur nos clients qui sont grands groupes aujourd'hui à Théodo, des boîtes du CAC 40. Comme ils sont déjà sur Microsoft 360 et toute la stack, historiquement, Microsoft, ils ont réussi parce qu'ils avaient un écosystème, voilà. Et ils font du bundling. Ils ont déjà tout et du coup, c'est facile d'aller utiliser Power Apps parce qu'on pourra faire une petite application sur mesure en se servant du SSO Azure, donc de l'authentification. Souvent, c'est un truc un peu chiant à coder. Et aller taper dans toutes les données qu'ils ont déjà. Et pareil pour Salesforce. J'ai vu un exemple récemment d'une boîte de logistique qui fait des milliards, le genre de boîte B2B qui gouverne le monde, mais dont on n'entend jamais parler, qui fait absolument tout tourner sur Salesforce. Ils sont d'une agilité incroyable. Et
Et on est et comme on le disait tout à l'heure, la frontière elle est poreuse entre paramétrer un SaaS comme Salesforce et faire du no-code. Mais en gros, c'est ça qui est en train de tout manger l'IT, j'ai l'impression. Ouais. Non, c'est intéressant. Ouais. D'ailleurs, moi, je connais vraiment très mal Salesforce et je serais assez curieux de, tu vois, un peu, si tu as plus d'informations là-dessus. Dans le sens où, moi, ce que j'ai l'impression, mon préjugé un peu avec Salesforce, c'est que certes, c'est très paramétrable et donc, dans une certaine mesure, je pense qu'on pourrait le définir comme un outil low-code. Ouais. Peut-être même no-code, je sais pas. Enfin, mais par contre, que tous ces paramétrages, ils sont devenus tellement complexes au fil du temps qu'il n'y a que des consultants formés qui peuvent les faire et pas les métiers, tu vois. Finalement, t'as pas tort, c'est vrai. C'est caché et c'est la même réflexion qu'on avait tout à l'heure sur Notion. Les paramètres n'ont pas été réfléchis par des product owners. Ils ont été mis dans le fin fond d'une roue crantée, en haut à droite dans le header et dans des trucs et c'est un peu infernal. Mais par exemple sur Salesforce, alors juste pour faire un petit overview de l'écosystème, historiquement ils ont un CRM. Voilà. Ça, c'est pour ça qu'on les connaît. Mais... À partir du CRM, ils ont permis de créer d'autres objets, donc d'autres modèles de données. Donc si par exemple j'ai des camions dans mon business, je peux créer un objet camion et définir des camions. Si j'ai des je sais pas quoi, je peux définir des je sais pas quoi. Et dans ce sens-là, c'est un peu comme Airtable. Tu crées ton modèle de données, tu le connectes entre eux, mais c'est un peu bizarre. Donc tu dois passer une certification Salesforce pour t'auto-former. Moi, je l'ai faite. J'ai ma certification admin pour un peu comprendre. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait des agences dont c'était le métier qui faisaient ça toute la journée. Est-ce que ça vaut le coup que je m'y mette? Est-ce que je vais apprendre suffisamment pour pouvoir le proposer à un client sans être un escroc? Enfin, c'est ça les questions, quoi. Ouais. Oui, parce qu'après, c'est des coûts de licence, etc., qui sont aussi très différents. En fait, je pense que c'est un peu... Moi, la question que je verrais un peu en termes de stratégie, et je connais vraiment très mal tout ce business, mais c'est qu'en fait, le choix aujourd'hui, c'est soit d'être sur le système précédent, j'exagère un peu, mais bon, qui est Salesforce, et de récupérer tous les clients, et il y en a énormément qui sont déjà dessus, et de venir instiller ce mindset un peu... no code, voilà. Les métiers font leur propre truc en SI. Exactement, là-dedans. Ou alors essayer de prendre le prochain wagon, qui est à mon avis Airtable. Ouais. Qui est... Moi, je sais pas. Moi, ma vision, et bon, c'est un peu Noam aussi qui m'avait mis là-dessus, c'est de se dire, bon, Salesforce a remplacé SAP, parce que Salesforce était beaucoup plus accessible, justement, tu vois. Enfin, et... malgré ce qu'on dit, c'était quand même, à l'époque en tout cas, par rapport à des consultants SAP, etc., Salesforce était beaucoup plus flexible et accessible à des gens pour le paramétrage, etc. Exactement, ouais. Et moi, pour moi, Airtable, c'est exactement la même logique. Et donc, ça doit logiquement... Alors, je dis ça se trouve, SAP, c'est encore énormément utilisé et tout. Hein, donc, bon. Ouais, mais c'est vrai. Et en fait, toute la question qu'on est en train de se dire, c'est la question du legacy. La question du legacy, c'est la même chose pour nous avec PHP Symfony. Si je mets le business plus traditionnel de Théodo, c'est une techno qui est moins en vogue que, on va dire, je sais pas, dans l'écosystème des développeurs stylés entre guillemets, que faire du Node.js en back et du Python ou je sais pas quoi. Par contre, le monde tourne là-dessus, quoi. La réalité, elle est là-dessus. Enfin, et il y a un moment. Et ça a remplacé le Java. Ouais. Sur lequel en réalité le monde tourne encore aussi. Tu vois, je suis sûr qu'il y a plus de dev Java que bien sûr. Oui, nous à Simplon, à un moment, on a arrêté, on a formé beaucoup moins de développeurs PHP que de développeurs Java parce que finalement, le boulot était là, quoi. Et si tu veux bosser en banque, si je prends l'exemple ultime, tu fais du COBOL et t'es payé 4000 euros l'heure, quoi. Tu sais qu'à Simplon, on a failli faire une formation en COBOL. Ah, ça aurait été magnifique. À un moment, mais bon, après, c'était juste, il n'y avait même pas de formateur, quoi. Ouais. Mais les banques, elles étaient là, non, mais s'il vous plaît, formez des gens, quoi. On a besoin parce que là, sinon, quand le dernier mec, il va mourir, on est mal. Quoi, non, mais ouais, tu brûles la bibliothèque d'Alexandrie, quoi. C'est terminé. Il y en a plus les infos, quoi. Mais non, c'est dingue, ouais. Non, mais donc, mais c'est intéressant. Non, mais du coup, ce que je comprends, c'est que là, pour l'instant, vous êtes un peu à explorer, justement. On regarde, quoi, parce qu'en fait, les montants sont tellement hallucinants et gros qu'on est obligé de regarder. On se dit, mais il faut faire quelque chose, quoi. Ouais. Et puis après, ce qu'il faut aussi suivre, je veux dire, Salesforce n'est pas SAP non plus. Ils rachètent des boîtes, quoi. Exactement. Salesforce, ils sont quand même dans cette dynamique aussi d'améliorer leurs produits, d'acheter des boîtes pour inclure Slack, Tableau récemment. Exactement, ouais. Et donc, non, moi, j'y crois quand même assez, Salesforce. Ils vont réussir à leur vitesse. Alors, ils seront toujours moins à la pointe que ce que les purs players no-code, donc les Airtable, sur machin, etc. Mais je pense qu'ils vont aller dans le bon sens. Et surtout, ils vont rendre plus puissants les consultants Salesforce. Parce que qui aujourd'hui fait bien du Power Apps, c'est les gens qui, à l'origine, installaient Outlook chez les clients.
fait, c'est eux qui sont en train de devenir plus puissants. Ouais. En fait, eux, ils traînent moins dans les communautés no-code, c'est moins des freelances, des makers, etc. Mais par contre, leur connaissance de l'écosystème, comme tu disais, Microsoft, est profonde et va leur permettre de connecter tout ça. Non, mais c'est intéressant. Moi, j'y crois assez. J'ai eu Salesforce, j'ai pas du tout investigué. Par contre, Power Apps, très franchement, ça fait déjà quelques années que je me suis réconcilié avec Microsoft, mais je trouve ils proposent quelque chose. Et c'est vrai, c'est bizarre, on n'en parle pas beaucoup. Il y a quelqu'un qui s'occupe d'un peu de la Power Platform, je crois, qui est français, qui est sur le Slack et proposé. Enfin, Stan a échangé avec lui pour peut-être faire un peu des lives. Un genre un évangéliste un peu. Ouais, j'avoue que j'ai oublié son prénom. Elliot, il me semble. Enfin bref, on va essayer de faire plus de choses là-dessus parce que c'est vrai que moi, mon intuition, on avait fait un petit live avec Xavier sur où il avait montré Power Automate. Enfin, si tu regardes Power Automate, c'est un peu moins sexy que Zapier, mais quand même c'est littéralement la même chose, quoi. Ouais, bah c'est Zapier avec design fait par Bill Gates, quoi. Donc un peu moche, quoi. La petite touche de moche qu'il faut pour que ce soit du Microsoft. Ouais, mais tu vois, peut-être que cette petite touche de moche, elle est rassurante. Elle est rassurante pour les DSI, pour les users, etc. Donc non, mais ça. Moi, je crois pas mal à ça aussi, ouais. Et Microsoft, on le sait, ils sont hyper innovants. Enfin, ils ont racheté GitHub, ils ont investi beaucoup dans, je sais pas si t'as suivi, mais GPT-3, l'intelligence artificielle d'OpenAI, qu'ils ont mis dans leur. Alors pour ceux qui ne voient pas, c'est en gros, je parle en anglais, je donne des instructions en anglais, et il y a du code qui se crée tout seul. C'est ce qui va mettre à la poubelle le no-code limite. Enfin, je parle dans un truc, j'aimerais une application qui fait ça, puis voilà, elle est codée. Et ça, ils l'ont mis dans Power App, dans la Power Platform. Okay. Donc en gros, si tu as besoin de faire un peu une formule un peu complexe, tu peux tout simplement la dicter en bon anglais et il va te la sortir. Donc ils ont fait la jonction no-code intelligence artificielle que je trouve intéressante. On est qu'aux prémices. Mais c'est intéressant, quoi. Ça, mais oui. Non, mais ils ont des moyens colossaux. Et ils sont déjà implantés partout. Enfin, c'est ça qui est. Et même les prix, je me souviens quand on avait fait le live avec Xavier, on était tous surpris ça coûte rien en fait, quand t'as accès à Office 360. Ah non, c'est comme Teams, quoi. Teams, ils ont roulé sur Slack là ces 2-3 dernières années parce qu'en fait c'est gratos dans l'écosystème. Exactement, ouais. Et ça s'imbrique bien et ça. Non, c'est assez étonnant. Moi, je suis assez curieux de suivre. Tu nous diras aussi si vous allez là-dedans. On attend les premiers projets. Moi, j'imagine que ça, effectivement, ça doit, pour vous permettre de rentrer dans des entreprises, des grands comptes, etc. C'est difficile parce que les clients, ils attendent qu'on ait déjà fait 4 business cases sur Power Apps. C'est difficile, c'est dur d'en faire, mais j'espère que dans le courant de l'année ou l'année prochaine, on fera des premières choses. En tout cas, je ferai des petits rex, des retours d'expérience si j'ai vu. Si j'en ai. Avec plaisir, oui. Oui, sachant que c'est vrai que du coup, chez Théodo, vous n'êtes pas forcément sur ces technos-là. Enfin, vous faites pas d'installation. Historiquement, déploiement d'Office. Donc, sur mesure absolue. Vous pouvez pas rentrer là-dedans par là, quoi. Ou alors on rentrerait, mais du coup, faudrait relancer une boîte dans le groupe et c'est juste d'autres ambitions, quoi. Est-ce que j'ai envie aujourd'hui de lancer une boîte qui gère 80 développeurs Salesforce? Bonne question. C'est juste un choix de carrière, quoi. Ouais, non, c'est clair, ouais. Et du coup, d'ailleurs, j'ai l'impression que, alors c'est une petite aparté, mais qui a un lien aussi avec le no-code, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi un certain intérêt pour l'open source chez Théodo. Ah ouais, carrément. Les devs, il n'y a pas de sujet, c'est l'open source. Et parce que j'ai remarqué que toi, du coup, tu t'en parlais un petit peu des fois dans des lives sur les outils no-code, un peu qui. Bon, on est aux prémices aussi de ça. On est aux prémices, mais moi, parce que si on se projette un peu dans le monde qui est en train de se passer, imaginons il y a 2-3 techno no-code qui deviennent encore meilleurs et c'est génial. Au final, elles vont empower le citizen developer dans le monde entier, mais au final, elles vont agréger entre guillemets toute la valeur, un peu comme l'ont fait les GAFA. Et du coup, je trouve qu'au final, c'est assez contradictoire avec cet esprit, et avec l'esprit no-code. Démocratisation. Et donc, je me dis qu'au final, il faut que ce soit l'open source qui gagne, quoi. C'est pas possible autrement. Je pense que les boîtes, là, elles ont pu prendre plus de risques avec des fonds levés par des VC aux États-Unis, etc. Donc, c'est cool parce qu'elles sont à l'avant. Mais moi, je suis avec attention ce que fait Baserow, qui est le concurrent open source de Microsoft, NoCodeDB, qui fait Airtable, NoCodeDB, Webflow, il commence à y avoir des concurrents, N8N j'ai vu d'ailleurs ta formation là-dessus sur ta chaîne. Je pense que N8N, c'est vraiment celui. D'ailleurs, ils ont levé des fonds, mais c'est celui qui est le plus avancé, quoi. Ouais. C'est une vraie alternative crédible, un peu technique, mais crédible à Zapier ou Integromat. Déjà aujourd'hui, quoi. Équipe Léo Dev. Et nous, on travaille par exemple, notre plus gros client, c'est la BPI.
si on leur met des outils no-code, s'il existe une version open source, on y va direct sans se poser de questions, parce qu'en fait, c'est évident d'un point de vue pour des grands groupes, surtout en plus quand c'est l'État français. Voilà, c'est ça. Il y a un vrai sujet aussi quand même autour de l'État. Enfin, moi, c'est vrai que ça me rassure quand même un peu de savoir que l'État essaye de favoriser les outils open source. Ne serait-ce que pour des raisons aussi un peu de sécurité, etc., de souveraineté. L'État, la santé et la finance, globalement, c'est là que c'est le plus dur, c'est là qu'il y a des grosses réticences à attaquer en marché. Moi, j'ai eu, même sur des fonds de private equity, j'ai eu plein d'opportunités pour faire des deals et des missions avec eux, sur lesquels il y a des petits blocages juridiques, d'hébergement de données sur des SaaS, il y a des sujets. Et donc, l'open source va résoudre plein de trucs. Il y a Retool aussi, qui est une bonne alternative open source. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, non, il y a des choses, hein, mais de toute façon, comme tu dis, hein, c'est normal que les outils propriétaires se lancent plus vite. Ils ont des fonds, ils ont des fois aussi la méthodologie. Enfin, il y a plein de choses, une culture tech, peut-être des fois un peu plus avancée, quoi. Enfin, c'est pas le projet open source, c'est pas qu'il y a pas de culture tech, c'est plus que tu dois agréger une communauté, tu dois faire vivre un projet. C'est une approche complètement différente, quoi. Qui est plus lente, mais quand même c'est bizarre parce qu'ils ont été l'open source a eu le devant de la scène sur le dev là, je sais pas, ces 20 dernières années, quoi. Bien sûr, ouais. React, Angular, tous les frameworks sont la plupart des serveurs aussi, enfin. Du coup, peut-être qu'une solution, et parce que comment ça fonctionne l'open source, je suis pas un spécialiste, mais moi ce que j'ai l'impression, c'est qu'aujourd'hui c'est du leadership technique pour Facebook qui développe React, pour dire on développe les meilleurs frameworks, et du coup derrière on peut attirer les meilleurs développeurs. C'est aussi ce que fait un peu Google avec Angular. Vue.js c'est différent. Oui, après le truc c'est que tu vois, ils open source pas leurs produits en tant que tel, quoi. C'est-à-dire ils open source ce qu'ils utilisent pour faire leurs produits, mais c'est un, enfin je sais pas si on reprend, ça a pas mal évolué, quoi, tu vois, mais à mon avis à l'origine le mouvement open source, alors en plus c'est compliqué parce qu'il y a free software, open source et tout, c'est une réaction aux outils propriétaires, quoi. Tu vois, un peu l'histoire Richard Stallman et compagnie, Richard Stallman, apparemment il y avait une imprimante qui était cassée, le driver était close, enfin la source était pas disponible, il a trouvé ça scandaleux, il a réécrit un driver lui-même qu'il a mis open source, tu vois, et ça c'était un peu le début du mouvement. Et donc c'est une réaction, et je pense qu'il va y avoir la même chose, où ça a déjà commencé, mais ça met plus de temps, tu vois, c'est-à-dire que Airtable c'est fermé, et on va en écrire un, quoi. Et donc après, mais c'est possible, hein, ça se trouve dans 10 ans on refait ce podcast, et il y aura en fait que des outils open source qui gouverneront le truc, peut-être, je sais pas, hein. Il y aura toujours des... Ouais, j'espère. En tout cas, qui rattrapent au moins 80% des features, quoi. Parce qu'aujourd'hui, sur Baze.ro ou NoCodeDB, pour prendre que ces deux-là, c'est marrant, il y a deux approches différentes. J'ai un petit peu analysé, mais Baze.ro, ils ont 20% des features d'Airtable, mais c'est du beau, c'est clean, c'est propre. Ouais. Alors que NoCodeDB, on sent le truc qui a été codé par des devs qui voulaient aller très vite. Ils ont bourré les features et c'est un peu incompréhensible. Donc, il y a des choses très techniques. Un nouveau chant, mais des trucs. Enfin, c'est une autre approche aussi. Mais je pense que, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis. J'avais pas vraiment fait à mon avis, NoCodeDB, c'est la même paradigme que N8N, tu vois. Ouais. On s'adresse plutôt aux devs, en fait. On leur donne un devs qui veulent un outil de productivité pour aller plus vite. Alors que Baze.ro, c'est vrai que c'est vraiment l'objectif, c'est de faire comme Airtable, donc s'adresser au public. Ouais. Non, c'est intéressant. Ouais. Bon, on va suivre tout ça. D'ailleurs, je te recommande, il y a un livre qui t'intéressera qui s'appelle Cathédrale et le bazar. Okay. De Eric Raymond, qui est pareil, ça fait partie de la même bande que Richard Stallman, etc. Et qui est justement sur le développement logiciel. Et donc la cathédrale, c'est la manière, tu vois, tu fais hyper ordonné. Et le bazar, c'est le développement open source, où tu as plein de gens comme ça qui contribuent à un projet. Et en fait, en général, tu as des résultats très intéressants, quoi. Ok, trop bien. Donc, n'hésite pas, c'est gratuit. C'est un livre open source, évidemment. Qui est très intéressant, qui a été traduit en français même. Bon, on a pas mal dérivé, mais cela dit, ce sujet open source, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup l'aborder, et je trouve ça très intéressant d'avoir un peu ta vision, et je suis assez d'accord, et je pense que à terme, les deux vont coexister, comme aujourd'hui, il y a plein d'outils propriétaires, de toute façon. On parlait de Microsoft. Microsoft ont complètement changé, ils sont full open source. Oui, mais leurs outils, Word, etc., leurs produits ne le sont pas. Ouais, les produits, non. Mais ils supportent à côté. C'est devenu un monde très intéressant. Je trouvais que je connais pas non plus si bien que ça, mais ça coexiste. En tout cas, c'est plus la guerre comme dans les années 90-2000, où il y avait Steve Ballmer qui... le fameux djihad de Bill Gates. De Bill Gates, sur scène, là, lancement de Microsoft 95. Enfin, il y a des scènes hallucinantes où ils disent que...
Enfin, pour l'histoire de l'informatique, c'est incroyable. Ouais. Steve Ballmer est possédé des fois sur. J'invite les gens à aller regarder ces vidéos, c'est assez excellent. Mais ça me fait penser juste une aparté, puis on reviendra quand même quelques dernières questions. Glide, par exemple, donc, qui est produit fermé, enfin qui ont produit no code, faire des applis mobiles. Ils open source certains bouts de leurs produits. Ah, je savais pas du tout ça. Tu pourras regarder sur leur compte GitHub. C'est une boîte qui est assez tech, tu vois, c'est dans leur ADN, tu vois, ils sont très, c'est que des devs en fait, un designer, je pense. Ah ouais. Pourtant, ils ont tout refait leur interface qui est très très belle, en plus. Non, j'espère avoir. Leur designer est canadien, donc il parle français, donc j'espère l'avoir bientôt sur le podcast. Ça serait top. Mais ouais, ils ont publié notamment leur outil, c'est intéressant d'ailleurs, ça rejoint un peu leur abstraction visuelle, là, tu sais, les glide data, là. Leur copycat d'Airtable, j'ai l'impression qu'ils essayent de se débarrasser de Google Sheet d'ailleurs. Voilà, exactement. Et ça, c'est open source, par exemple. Ok. Tu peux l'utiliser dans tes projets. Je trouve ça intéressant, tu vois. Donc ça, c'est la première boîte comme ça que j'ai vue. Et je serais pas étonné que, et je dis ça par rapport à ce que tu disais pour React, tu vois, je serais pas étonné que Webflow, un jour, tu vois, publie quelque chose, tu vois. Pas tous leurs produits, évidemment, mais tu vois, quelque chose dont ils se servent, tu vois. Parce qu'au final, en fait, cette brique-là de back-end, de base de données qu'a fait Glide, c'est un truc que beaucoup de boîtes sont en train d'essayer de reproduire et en train de recoder dans leur coin. Bien sûr. Et si ça peut leur permettre parce que c'est une influence aussi, l'open source. C'est une influence, c'est une marque. Si on reprend le truc de Glide, ça c'est une sorte de marketing aussi déguisé. Bien sûr, ouais. Non, il y a des enjeux aussi très importants derrière. Enfin, c'est pas anodin d'utiliser Angular ou React en réalité dans ton produit, même si c'est open source. Il y avait eu il y a quelques années quand Facebook avait changé la licence de React, ils avaient mis une clause en fait hyper bizarre qui était pas du tout dans l'esprit. Pas du tout dans l'esprit, et d'un coup tous les gens ils se sont dit ah bon, ah ouais, parce que bon, les gens aussi avaient mal compris, tu vois, il y avait un espèce de bad buzz, les gens étaient là ah ouais, puis c'est Facebook, donc forcément exactement, par tout défaut, est négatif. Mais tu sais, genre les gens ils étaient ah ouais, on a toutes les applis React en fait, du coup elles appartiennent à Facebook, tu vois, enfin ça fait tout un truc. Et en fait à la fin ils ont changé, il me semble, si je dis pas de bêtises, ils sont passés sur la licence MIT qui est la licence la plus open, ou voilà, tu vois, ils ont pas. Mais il y a des choses comme ça, tu vois, je dis ça par rapport à ce que tu dis sur influence, c'est vrai, c'est un vrai. Et c'est encore plus vrai, je trouve, pour les frameworks de design. Tu sais, par exemple. Material design de Google, exactement. Ce genre de choses. Tu vois, tu l'utilises, tu fais rentrer un peu le monde aussi, tu vois, dans. C'est le fameux bouton plus en bas à droite de Google que tu as partout, en fait. C'est incroyable, à la base, ça vient vraiment d'eux, et maintenant, c'est devenu un standard, en fait. Et je crois qu'il y a Shopify qui a open sourcé son design system aussi. Si vraiment tu veux faire ton petit ça, c'est que. T'as besoin de trucs basiques avec ton panel d'admin, tes boutons, tes machins. Boum, tu prends le truc de Shopify. T'as pas de designer, tu te lances. Au moins, t'as une structure, quoi. C'est toujours mieux que de rien avoir. Ah non, c'est intéressant, et ça, je savais pas. Faudrait que je regarde. Il a un nom en plus, je sais plus. C'est celui qui est le plus marketé dans les grands trucs, dans les outils comme ça. D'accord. Écoute, je regarderai. Non, mais c'est intéressant de voir un petit peu tout ça. Écoute, oui, si, alors le dernier point sur lequel je voulais revenir, on arrive déjà à 1 heure, mais on va quand même prendre 5 minutes pour. C'était plus sur le côté, justement, la collaboration un petit peu avec les développeurs. Tu vois, on l'a évoqué un petit peu. Est-ce que, par exemple, déjà, comment les développeurs réagissent un petit peu par rapport au no-code? Tu vois, ce côté, vous êtes une boîte quand même très tech à la base. Comment est-ce qu'ils réagissent? Est-ce qu'il y en a qui te disent ah ouais, vous allez nous prendre votre boulot? Est-ce qu'au contraire, ils sont curieux? Est-ce qu'ils ont envie de venir justement se brancher sur Airtable, tu vois, enfin. Alors, ça se passe très bien, déjà. Ça se passe très bien. Alors, comment j'ai fait moi en interne? Donc, ce que j'ai d'abord fait, c'est que j'ai fait on a l'occasion de faire des prises de parole le vendredi midi où on peut parler de n'importe quel sujet, faire une petite formation, faire n'importe quoi. Et donc, moi, j'ai parlé no-code dès le début que je me suis lancé, où je présentais juste les outils, juste pour créer de l'awareness, qu'est-ce que c'est, etc. Et en fait, ils sont très intelligents et donc ils ont vu directement les possibilités. Et ce qui m'a permis, par exemple, je vais prendre un exemple, je vais illustrer ça avec un projet. On travaille pour Urgo. On fait une petite app, une application mobile. Urgo, c'est les pansements, hein, c'est ça, pour que les infirmières, elles puissent suivre les plaies d'un patient. Donc par exemple, Alexis, tu t'es vraiment pris le bras dans une moissonneuse-batteuse, tu as une sale cicatrice, l'infirmière elle va la prendre, mais sauf qu'il y a plein d'infirmières qui vont venir. Et donc c'est pour qu'elles puissent collaborer sur dire ah bah moi je lui ai mis de l'huile de truc, je lui ai mis tel machin et je prends des photos et j'ai l'évolution du truc et etc. Et en fait, donc il y a plein de features dans ce truc-là, c'est du médical, etc. Et en fait, le client nous a dit
Bon, en fait, ce qu'il faudrait vraiment, c'est un petit blog interne sur l'application pour que les infirmières, elles puissent scroller et lire aussi du contenu, spécifiquement sur le domaine de la cicatrice. Ok, sauf que c'était pas dans la roadmap. Et donc là, ils ont réfléchi, et comme j'avais fait les formations un peu no-code, ils se sont dit, mais attends, mais ça, on pourrait donner ça à l'équipe no-code. Et l'équipe no-code arrive, et donc ils sont venus me voir, et je leur dis, ah bah oui, bah ça en fait un blog, ça se fait sur Webflow, quoi, directement, avec un petit CMS pour que l'équipe marketing puisse créer ces trucs. Et donc ce que j'ai fait, c'est que non seulement les devs, ils avaient pas envie de le faire, ce truc, parce qu'un blog, bah techniquement, c'est un peu chiant, quoi. Enfin, ils ont déjà fait 12 000. Fait 12 000, voilà. En plus de ça, le client, il avait pas envie de prendre du temps de dev pour retarder sa roadmap avec les autres features. Et en plus de ça, c'est moins cher. Et en plus de ça, l'équipe marketing est trop contente d'utiliser Webflow. Et donc, globalement, tout le monde s'y retrouve. Et une fois que les devs sont parfaitement au courant de ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire avec le no-code, en fait, ils viennent me voir naturellement et on trouve des solutions et sur plein de choses. Et du coup, dans ce que j'ai appris, pour pitcher le no-code aux devs, ce qu'il ne faut pas faire, c'est dire tout ce que peut faire le no-code. Parce que ça ne sert à rien. Ce qu'il faut dire, et la meilleure framework pour l'analyser, c'est ce que le no-code ne peut pas faire. Et en fait, quand on pitch Bubble, faut jamais dire en fait tu peux tout faire, parce qu'après on dit ok, mais ça va remplacer le monde. Non, faut commencer par dire ce que ça peut pas faire, et c'est un meilleur modèle mental pour prendre des décisions. Très intéressant. Avec les devs. Et vraiment, ça, c'est 1 an de travail, je vous le donne, tout cuit, c'est le secret. Et donc ça se passe bien, et il y en a qui veulent même rejoindre l'équipe no code, ils sont intéressés, c'est des discussions passionnantes parce que ça permet de montrer là où en fait faut mettre de l'intelligence humaine, et il y aura toujours des moments, et je finis toujours par leur dire, et de toute façon, quand bien même le no code roulerait sur le monde, les meilleurs no codeurs ce sera les devs, et de loin. Carrément, ouais. Voilà. Puis il faudra toujours des devs pour coder les outils no-code, quoi. Alors là, exactement, et donc... mais à mon avis, ouais, de toute façon, on est bien loin de ce truc-là. Mais c'est vrai que, tu vois, c'est... Bon, les développeurs qui sont expérimentés aujourd'hui, ils n'ont pas de sujet. Par contre, moi, vraiment, je pense que tous les jeunes développeurs, et notamment ceux qui sortent des bootcamps, sont pas hyper... franchement, je veux dire, les bootcamps, même les meilleurs bootcamps, tu sors, t'es hyper junior, quoi. Enfin, hyper junior, bah ouais, faut même 1 an, junior, 2 ans, quoi. 3 ans, quoi. Voilà, pour moi, t'es junior au bout d'1 an de dev, quoi. Enfin, tu vois, que t'as pratiqué. Et ils devraient vraiment se mettre au no-code parce que ça... plus sur le long terme, je pense que c'est mieux. Ce qu'ils ont appris en dev va les aider. Peut-être après, ça va les ramener au dev aussi. Ah bah ouais, mais moi clairement, moi je suis dans le truc inverse. Hein. Moi j'ai commencé par le no-code et je demande le week-end, je commence à me faire des formations JavaScript pour faire des modules script Airtable, quoi. Bah, et je pense très sincèrement que tu vas plus facilement y arriver parce que ce que tu as appris, tu vois, de par la logique, tu vois, la logique dans Integromat, par exemple, le base de données, enfin, moi je crois sincèrement. Et tu nous diras justement. Ouais, mais ça c'est un truc, j'ai vraiment envie, mais ce truc c'est que ça prend du temps, etc. Bah c'est ça c'est incompressible de toute façon. Il y a un moment, il faut s'y mettre sérieusement, au moins pendant 3, 4 mois, 5 mois, pour juste bidouiller en JavaScript pour aller customiser son site Webflow. J'ai un ami qui l'a très bien fait, que tu pourrais peut-être accueillir un jour, qui s'appelle, allez, je fais de sa pub, Lucas Didier, qui a un petit site qui s'appelle kitespot.io. Voilà, communauté freelance, kitesurf, où il a fait son site Webflow avec des bouts de JavaScript dans tous les sens. Il est arrivé, mais au bout du bout de ce qui était possible. Il a poussé le no-code à fond, à tel point qu'il passe sur Bubble maintenant. Donc il reconstruit tout sur Bubble. Super petit use case. Et on est exactement dans cet état d'esprit. Ouais. Non, mais tu vois, c'est marrant parce que tu disais faire un peu de JS dans le cadre de Airtable. Moi, je crois pas mal à ça, tu vois. Je pense que ça, c'est hyper intéressant, tu vois. C'est dans l'épisode juste avant, d'ailleurs, on parlait avec un dev, justement, qui a développé toute une interface, sous la forme d'une app Airtable. Alors, c'est plus que les scripts, c'est vraiment une app. Oui, les petites apps React dans... Exactement. Mais tu vois, même si tu fais juste du JS, bah, quand même, tu dois avoir compris quand même des choses assez avancées en JS, quoi. C'est-à-dire parce que pour pouvoir récupérer les données qui viennent de... Qu'est-ce que des trucs asynchrones? Enfin, on est tout de suite dans les gros complexes. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est pas évident. Et c'est vrai que moi, des fois, c'est pas que je freine les gens, mais j'essaie de quand même leur dire, bon, tu peux copier-coller des scripts, ok, ça c'est un truc. Comme tu dis, c'est comme la plupart des webflowers, ils copient-collent du JS dans sur FinSuite. Voilà, tout le monde fait ça, et ça, bah ok, c'est acceptable. Et si tu apprends à lire un petit peu, tu vas apprendre à le modifier. Comme les gens qui... T'enlèves les variables. Ouais, c'est la deuxième étape. C'est d'abord tu copies-colles bêtement, ensuite tu remplaces un peu des variables, et puis petit à petit tu te fais prendre et sans t'en rendre compte, t'as compris, quoi. Mais mais pour vraiment après écrire toi-même,
Ouais. Par contre, là, à mon avis, il faut quand même des bases de JS quand même solides, quoi. C'est quand même un langage qui est pas évident, qui est pas très pédagogique en plus. Ouais. Tellement il est libre, tellement il y a quatre façons d'écrire une fonction. Moi, j'ai fait à chaque fois des débuts de formation et je m'arrête au truc où on me dit qu'en fait, il y a 18 façons d'écrire une fonction et je pousse jamais jusqu'au done pour devenir. Ouais, non, c'est vraiment pas évident. Mais justement, tu vois, si on te donne ça direct, mieux vaut apprendre une façon de faire. Et après voir les autres, parce que sinon non, mais c'est un langage qui s'est construit un peu comme ça aussi avec l'histoire du web. C'est pas un langage vraiment qui a été réfléchi. C'est pas comme Ruby par exemple, tu vois, c'est connu, c'est pour ça qu'au wagon ils forment sur Ruby. C'est que c'est un langage qui a été bien conçu, qui est pédagogique. Ou tu vois, Python par exemple, t'es obligé d'indenter, tu vois. T'es obligé d'indenter ton code. Enfin, je vais pas partir dans un truc trop technique, mais c'est des trucs où tu vois, t'as une espèce de réflexion autour du langage en lui-même. Et après des frameworks qui se construisent par-dessus, des Ruby on Rails, etc., qui viennent abstraire aussi les choses un peu complexes, mais t'as un... Enfin, bon, après, c'est une des contributions de l'open source aussi, tu vois. C'est l'open source qui permet ça. Et puis, c'est juste l'historique, quoi. Enfin... Mais bon, bref, on va repartir encore dans le code. Mais tu vois, ça se sent aussi, je pense que votre ADN un peu transparaît, enfin, tu vois, l'ADN de Théodo transparaît un peu dans ces discussions, puisqu'on s'est aventuré. Forcément, un petit peu dans le code custom, quoi. Ce qu'on dit, nous on dit le code custom pour le différencier. Non, mais c'est une bonne manière de présenter. Écoute, franchement, on a un peu tout évoqué. Bon, on pourrait continuer encore pendant des heures. Je sais pas, est-ce qu'il y a une question que j'ai oublié de te poser ? Je vais commencer à faire ça, comme Mathieu Stéphanie. Alors, une question que... Ouais, moi, là... Non, on l'a évoqué. Moi, un truc qui m'intéresse beaucoup, que je vais aller chercher naturellement, c'est vraiment toutes ces histoires d'IA, quitte à passer pour le futuriste de services made in Silicon Valley. Mais vraiment, moi, GPT-3... et le fait de pouvoir créer de la logique à partir juste d'anglais et même plus d'interface comme du no-code, je surveille avec beaucoup d'intensité parce que je trouve ça magique, quoi. Je trouve ça vraiment magique. J'ai vu les mecs d'OpenAI il y a pas longtemps coder un jeu vidéo juste en parlant à un truc comme Siri. Et je sais pas, ça m'impressionne et je suis curieux de voir ce qui va se passer avec ça. Voilà, donc j'invite un peu tout le monde à juste regarder un petit peu qu'est-ce que GPT-3, GPT-3. C'est assez impressionnant, quoi. On avait fait une petite démo sur la vidéo, je pensais toujours sur la chaîne de No Code France, de quelqu'un qui avait branché Webflow via Integromat alors pas le module que tu disais, parce qu'en fait dans OpenAI, du coup, il y a plein de modules différents en fait d'intelligence artificielle. Ouais. Enfin, c'est GPT-3, c'est le texte uniquement. C'est le texte. Ouais, voilà. Mais déjà, même dans le texte, il y a plein de trucs. Il y a plein de sous-trucs. Il y a des choses de traduction, il y a des choses d'analyse de sentiments. Enfin, et puis après, effectivement, il y a des choses aussi plus d'analyse d'image. Et là, j'ai élargi un petit peu ce que tu dis, mais ce qui est très intéressant, c'est que maintenant, ça s'appelle assez facilement aussi avec des outils no-code, quoi. Finalement, c'est un peu... Eux, ils te fournissent le moteur. Et via des API, toi, tu t'appelles, t'envoies tes données, tu récupères une réponse. Moi, j'avais vu un freelance qui a fait un site Webflow sur lequel tu peux discuter avec Socrate. Donc en gros, t'as ton site Webflow, t'as un petit truc d'input, tu poses une question à Socrate, derrière ça va taper dans l'API de OpenAI qu'il avait réussi à avoir, et en fait c'est Socrate qui te répond à toutes tes questions, quoi. Et voilà, tout le truc, génial, il connaît pas, quoi, hein. Il s'en connaît, hein. Mais voilà, juste ce qu'il faut, c'est quand même sympa. Je veux bien que tu me l'envoies, d'ailleurs, je le mettrai dans les notes, c'est chouette comme exemple. Ouais, je lui redemanderai et je te... Mais c'est un peu cette même idée, mais moi je trouve ça... tout ce qui démocratise de toute façon est intéressant, tu vois, et démocratiser l'intelligence artificielle, parce que là pour le coup, intelligence artificielle, ça veut un peu tout rien dire. Moi je trouve que c'est vachement galvaudé comme mot, évidemment. Là OpenAI, on est quand même dans des choses qui sont vraiment très impressionnantes, quoi. C'est l'état de l'art, quoi, là, pour le coup, c'est ça, il y a rien qui est plus avancé aujourd'hui par les données qu'ils ont consommées pour entraîner les modèles et tout, on est sur des choses assez bluffantes, quoi. Comme Codex de Microsoft, c'est la même chose, quoi. C'est tu tapes des commentaires dans ton code et ça t'écrit le code, quoi. Ouais, j'ai vu ça, c'est ce qui est un qui est dans... Ah non, c'est Copilot dans GitHub. Copilot est basé sur le truc Codex de OpenAI. Ouais, c'est ça. D'accord, ouais. Donc en fait, pareil, ça je surveille. Je pense que c'est, en tant que communauté no code, c'est le truc qu'il faut surveiller, parce que si le endgame, c'est la démocratisation, il n'y a pas plus démocratisation que la voix, quoi. Et on le voit dans les pays illettrés, la manière de communiquer, en fait, c'est par la voix. C'est des WhatsApp qu'on s'envoie. Pardon, j'ai peut-être utilisé le mauvais terme. C'est pas illettré. Enfin, c'est qui écrivent moins, on va dire. Ouais. On s'envoie plutôt par la voix des messages WhatsApp. Ouais.
Oui, ça, j'ai pas pensé à ça. Et il y a aussi un autre truc, c'est aussi même pour tous les gens qui sont en situation de handicap, etc. Ça aussi. Pour l'accessibilité aussi. D'ailleurs, nous à Théodo, on a une guilde, on a une équipe spécialisée dans l'accessibilité qui commence à produire beaucoup parce que ça devient une référence absolue dans les systèmes. C'est beaucoup aux États-Unis, pas encore en France. C'est passionnant comme sujet. On est très en retard en France. Par exemple, il y a des SaaS qui se font sortir ou en tout cas attaquer en justice, des SaaS français. Je peux pas citer parce que c'est des clients, mais qui se font sortir des États-Unis parce que pas encore de feature d'accessibilité. Donc on est en train de développer un vrai truc, et ce que fait Webflow là-dedans, c'est incroyable aussi. Je pense que ça, pour le coup, c'est vraiment les seuls qui sont aussi avancés. Et cela dit, pour autant, je pense très sincèrement que l'éditeur, tu peux pas l'utiliser si t'es en situation de handicap, quoi. Ah oui, ah ouais. Alors c'est ce que tu produis avec. Mais bon, ces deux niveaux, c'est tellement difficile que je leur jette pas la pierre, parce que c'est comme de dire oui, Bubble, tu peux pas l'utiliser si t'es aveugle. Bon, je veux dire, à un moment, j'espère que ça le deviendra un jour. Et peut-être que d'ailleurs l'issue, c'est justement ce que tu disais. C'est la voie. C'est la voie, c'est la voie, je pense. Et à un moment, il y a juste le pas à franchir est trop grand, des interfaces aussi complexes. Tu sais que avec la puce Neuralink, là, on attend encore 10 ans, je pense. Voilà, carrément dans le futur. Cool. Non, écoute, hyper intéressant tout ça. On s'est plongé un peu dans le futur. Où est-ce qu'on peut te suivre? Et aussi Théodo, parce que du coup, j'ai l'impression que vous documentez beaucoup tout ça. Ouais, nous, on documente. Alors, malheureusement, on n'est pas bon, on n'est pas les plus productifs en termes de marketing et de communauté, à l'extérieur par rapport, je dis, à Legrias, Toolbox ou même vous. Moi, là où je suis le plus, c'est sur Twitter. Là où vraiment je fais mes trucs, etc., c'est sur Twitter, @jazzy, où je tapais juste mon nom, Jason de l'Abbaye. De toute façon, je mettrai toutes les notes dans les liens. Et sinon, on vient juste de sortir notre page Webflow qui présente notre offre no code juste là, donc c'est encore tout récent. Et sinon, Théodo, il y a le blog technique. Nous, c'est surtout le blog technique qu'on a à Théodo, puis notre site. Voilà, en gros. Et j'ai un blog qui s'appelle The Building Fox, qu'il faudrait que je travaille un petit peu plus, où j'ai fait 2 petits articles un peu théoriques sur comment le no-code intervient dans l'histoire de l'informatique, qui m'a permis de... Un blog, c'est quelque chose de personnel. Moi, c'est ce qui m'a permis à moi de mieux comprendre. De synthétiser peut-être un peu tes recherches. De synthétiser ce que je fais, quoi. Voilà. Super, écoute, on verra les gens sur tout ça. Et puis, t'es évidemment dans le Slack de No Code France. Et donc, évidemment. On continuera la discussion sur le channel Podcast Contournement. Avec plaisir. Merci beaucoup, Alexis. Merci à toi. Salut. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça fait plaisir, j'espère que ça vous a plu. Voilà, c'est une discussion très intéressante entre nos codeurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur le Slack de No Code France, comme d'habitude, pour venir les poser à Jason. Voilà, on peut continuer la discussion, je suis sûr qu'il y a plein de sujets là-dessus. En plus, l'autre fois, je regardais un petit peu les stats et j'ai vu que l'épisode qu'on avait fait sur les agences avec Lucien et Matt de Ideable avait beaucoup plu. C'est un des épisodes qui a été le plus écouté, pardon. Donc je me dis qu'il y a vraiment un sujet autour un petit peu de ce business, des agences, de comprendre tout ça, comment ça marche. Donc voilà, n'hésitez pas à le dire si ça vous intéresse, qu'on continue à ça et que je fasse un petit peu, je continue le tour des agences qui deviennent no-code ou qui se créent en étant no-code. N'hésitez pas à me le dire. La semaine prochaine, on va interviewer les gens de chez WeWeb, découvrir cet outil français qui vient concurrencer Software, Webflow, Stacker. Ils se jettent dans la bataille. Ils se sont jetés déjà depuis quelques années, à vrai dire. Voilà, donc ils vont tout vous raconter. Et puis après, on va parler d'Ops, évidemment. Voilà, il ne peut pas y avoir trop d'épisodes sans qu'on parle d'Ops. Voilà, et n'hésitez pas, si vous avez des idées de gens à interviewer, comme d'habitude, je lance toujours un petit peu mes appels, n'hésitez pas à m'écrire en DM ou sinon sur le channel Podcast Contournement. Et puis moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine.